Ça va? Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc comme d'habitude, Marion, elle me pose des défis de fou. Là, comme elle a dit, j'ai atterri ce matin de Tel Aviv. J'ai donné 14 conférences là-bas pendant 10 jours. Et les 14 conférences m'ont fait moins peur que cette conférence. Parce qu'elle m'a demandé de vous parler d'une chose qui est énorme. Et j'espère que je vais avoir l'aide divine, pédagogique, pour vous transmettre ces notions-là. Parce que déjà, dans un contexte de personnes qui sont de la même religion, c'est des choses qui sont compliquées. Alors là, ça ne va pas être simple, mais j'espère qu'on va être aidé pour comprendre. Parce que la question qu'elle pose avec cette notion de mutant et cette notion de destinée et la relation qu'on entretient avec le monde, en fin de compte, c'est quelque chose qui remonte très très loin. Alors j'ai essayé de remonter le plus loin possible et j'espère encore une fois que ça sera clair. Alors vous savez que l'homme est fait en 3 parties. Bien sûr, je vous donne la version de la Torah. Hein. Ne me demandez pas le catéchisme, j'ai arrêté très très tôt. Donc l'homme est fait en 3 parties. Il y a une partie qui s'appelle l'âme, une partie qui s'appelle, on appelle le nefesh, c'est le psychique, le moi, le je, la conscience. Et après, il y a une autre partie qui s'appelle le corps. Maintenant, ces 3 parties-là, en vérité, elles existent au niveau individuel, mais les textes nous enseignent que Adam, je ne peux même pas le dire en français, qu'un homme ressemble à un monde complet. En fait, l'homme, il représente en lui-même un monde en entier. C'est pour ça que le monde macroscopique, il est fait exactement sur le même modèle et qu'il est fait en 3 couches. Maintenant, de la même manière qu'il y a une âme, il y a un Dieu au-dessus qui va envoyer une impulsion de vie. En dessous, il y aura ce qu'on va appeler la destinée, c'est-à-dire la redistribution de cette impulsion. Et en dessous, il y aura le corps matériel. Maintenant, si j'essaye encore de vulgariser dans une dimension que tout le monde pourra accepter, même quelqu'un qui se dit athée, c'est que pour nous, la perception du divin, c'est une énorme volonté de faire le bien. Maintenant, il y en a qui disent qu'elle vient de nulle part. Nous, on dit qu'il y a un être pensant qui l'a exprimé. Mais en tout cas, cette volonté qui est énorme de faire le bien, elle va être redistribuée ensuite en milliards de micro-volontés par un système de redistribution qu'on appelle la destinée. Maintenant, là où ça devient, déjà, il y a un point très important, c'est que quand on parle de faire le bien, le critère du bien n'est pas le critère du bien qui est le nôtre. Parce que notre critère de bien à nous, c'est ce qui nous fait plaisir et ce qui ne nous dérange pas. Alors que le critère du divin, il est plus global. Pour vous donner une image, c'est un peu comme le papa qui va emmener son fils pour faire la piqûre pour éviter la polio, et l'enfant qui regarde la piqûre. Donc l'enfant, il regarde la piqûre, et le papa, il regarde la polio. Donc il y en a un qui voit à long terme et un qui voit à court terme. Et c'est exactement pareil. Nous, dans le projet divin, malheureusement, souvent, on regarde le court terme. Et le bien, pour nous, c'est quelque chose qui est limité au fait qu'on le vive bien ou qu'on le vive mal. Alors qu'en vérité, le bien, il est beaucoup plus grand que nous. Le bien, il rentre dans un projet global de ce qui est bien, c'est-à-dire de ce qui est complet. Or, dans le complet, il y a du bien et du mal. C'est comme l'amour qui existe entre 2 personnes, il est souvent le fruit du fait qu'on a sublimé des contradictions. Donc s'il n'y avait pas eu de contradiction, il n'y aurait pas eu d'amour. Alors ces contradictions, tu les appelles du mal. De la même manière que l'expérience, elle provient du fait qu'on a eu à sublimer des difficultés. Mais les difficultés, elles viennent de la distance qui existe entre notre maturité et la réalité qu'on nous propose. Maintenant, celui qui n'a pas compris que la vie, c'est de tout le temps grandir, donc il aura mal au mollet en montant l'escalier de la vie. Mais celui qui a compris qu'il faut grandir, au contraire, il dit « j'ai pas mal au mollet, je suis en train de me muscler les mollets ». C'est ça l'idée. L'idée, c'est est-ce qu'on est dans un esprit positif de construction ou est-ce que dans un esprit de contradiction? C'est-à-dire qu'on freine des 4 pieds et on se demande pourquoi la vie elle est difficile. On fait la tête toute la journée et on se demande pourquoi les gens ne sourient pas. On ment tout le monde et on se demande pourquoi on ne nous croit pas. En fait, c'est ça. C'est est-ce que nous-mêmes, comme le projet divin, il a une immense volonté de faire le bien, est-ce que nous aussi, nous sommes dans une immense volonté de faire le bien? Et si on prend en référence souvent l'homme avec son enfant, c'est parce qu'en fin de compte, l'enfant, il est devant nous, comme nous sommes devant lui. Après, c'est juste une question d'accepter cette relation. Et cette relation, elle crée des droits extraordinaires, qui s'appellent la vie, mais elle crée aussi des obligations extraordinaires, qui s'appellent la vie. Il est dans cette logique-là, après, d'arriver à comprendre que de la même manière que l'univers, il est fait dans ces 3 parties-là, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une volonté énorme que le monde soit, et ensuite, cette volonté, elle est redistribuée.
Maintenant, cette redistribution de l'énergie, nous, on dit qu'elle est maîtrisée par le divin, d'autres, ils diront un heureux hasard, ou ils diront une trajectoire préétablie de la particule pour établir un décor harmonieux. Par exemple, cette feuille de papier. Vous la voyez, non? Oui, non? Si vous ne la voyez pas, il faut absolument trouver un chien aveugle. Donc, vous la voyez? Extraordinaire. Non, je pose la question parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas se voir, alors que pourtant ils ont des yeux. Donc ça n'a rien à voir. Donc quand vous voyez cette feuille, elle existe. Elle est réelle devant vous. Vous pouvez la toucher, vous pouvez la tâter, elle existe. Alors, en vérité, vous savez, vous avez appris à l'école que cette feuille, elle est faite d'énergie. E égale MC2. Un gars de chez nous qui... Oui. Donc, c'est pas grave. Enfin, quand on dit qu'il est de chez nous, ça reste relatif. Donc, cette feuille-là, elle est faite d'énergie. Maintenant, cette énergie-là, elle a deux natures. Il y a une nature d'énergie, on va dire entre guillemets pure, qui a été créée au départ, comme ça on pense nous, ce que vous appelez le Big Bang, nous on appelle la décision divine, et qui a créé une masse d'énergie. Et cette masse d'énergie, elle ne changera jamais. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais ensuite, il a fallu mettre en place toutes les combinaisons de cette énergie qui crée la réalité en temps réel. Maintenant, ce que vous appelez la trajectoire de la particule, que scientifiquement on n'arrive pas à expliquer pourquoi elle est harmonieuse, parce que quand vous faites sauter une bombe quelque part, c'est très rare que ça fasse quelque chose de joli. Donc si on dit que le départ c'est un Big Bang, j'ai du mal à comprendre comment ça peut se perpétuer de manière harmonieuse. C'est comme si quelqu'un y met une bombe dans une imprimerie et qu'après un certain nombre d'essais, il a fabriqué un dictionnaire. C'est juste une question de probabilité et de patience. Mais on va le faire. En probabilité, c'est possible. D'accord ? Donc moi j'imaginais, bien sûr quelqu'un qui est censé, qui est doté d'un cerveau qui n'est pas utilisé comme l'excroissance de son estomac. Donc, non, parce qu'il y a des gens, des fois, vous croyez qu'ils réfléchissent, en fait, ils digèrent. C'est juste l'euro à la fin qui vous fait comprendre ce qui s'est passé. D'accord. Mais c'est quoi l'idée ? C'est qu'on imagine maintenant que la bombe, elle explose, et puis ils sont disposés dans l'imprimerie les petits caractères, les gros caractères, les couleurs, toutes les couleurs de base, le papier, les feuilles de papier, on va dire qu'on sont déjà découpées à la taille, comme ça on fatigue personne, le tissu, pour la reliure, la colle, en explosant, les gros caractères, par hasard, ils ont fait ta, ils ont fait un mot, les petits caractères, ta, ils ont fait la définition, sur 38 582 mots, les couleurs, elles ont fait des illustrations, les pages, elles sont mises dans le bon ordre, le tout a été recouvert de tissu, le carton s'est mis au bon endroit, et ça nous fait un dictionnaire. Voilà. Bon, moi, personnellement, j'ai arrêté très tôt les études, mais j'ai quand même du mal à imaginer que des scientifiques peuvent l'envisager. Ça s'appelle la probabilité. C'est une probabilité. Ouais. Ça veut dire que ça s'appelle la croyance. Il faut croire. Et la croyance, c'est de croire dans quelque chose qui ne se voit pas. Un petit peu comme l'intelligence de ton conjoint ou l'amour de ta belle-mère. D'accord ? Mais c'est quoi l'idée ? Non, peut-être que là, j'ai trop poussé l'exigence. Il faut rester raisonnable. Mais c'est quoi l'idée ? Alors Marion, elle m'a dit, j'espère que vous allez être marrant. Je dis, mais je suis très stressé. Quand je suis stressé, j'arrive pas à faire rigoler. Mais je pense que vous avez plus besoin de rigoler que de réfléchir. Mais bon, alors, c'est pas grave. Les vases communicants. Alors, donc maintenant, si on comprend ça, donc on a compris maintenant, il y a deux énergies. Il y a une énergie qui est de base, et celle-là qui ne changera jamais, rien ne se perd, tout se transforme. Par contre, il y a une autre énergie qui est structurante. En hébreu, on l'appelle chomer et tsura, c'est-à-dire c'est un peu la forme des choses et l'intériorité des choses. Et ça s'appelle la structure énergétique de la matière. Et ça, par contre, elle suit une démarche qui est préétablie d'après nous. Parce que encore une fois, pour créer cette feuille, il fallait que les particules qui la composent, on va dire la pâte à papier, et l'arbre qui vient avant, existent déjà. Maintenant, pour qu'ensuite elle soit transformée et arriver là, évidemment, vous allez dire, c'est une volonté humaine qui a fait ça, c'est vrai. Mais après, pourquoi cette feuille, elle va jaunir ? Pourquoi elle va s'user sur les côtés ? Pourquoi ensuite elle va partir en miettes ? Pourquoi elle va disparaître ? Alors, Albert, toujours le gars de chez nous, il dit qu'à l'intérieur de la matière, il y a une espèce de compte à rebours qui fait qu'à un certain moment, la matière, elle va être redistribuée de manière différente. Or, de ce que nous, on appelle vulgairement l'usure, lui, il appelle la redistribution de la particule. C'est normal, un peu comme les pellicules sur la tête de Maurice, d'accord ? Donc maintenant, pour simplifier, donc maintenant, quand on comprend ça, ça veut dire que c'est difficile de parler du présent sans parler du futur. Parce que pour imaginer que le présent existe, il fallait déjà imaginer qu'à l'époque du passé, ce présent-là était exprimé comme le futur présent.
Oui, non? Voilà. Non, c'est pas parce que c'est formulé de manière compliquée que c'est pas simple. Hein. C'est rien. Je n'use pas de ce stratagème pour passer pour un savant. Il y a d'autres qui l'utilisent fréquemment à la télé. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une trajectoire. Maintenant, cette trajectoire, en cumulant des particules qui viennent, en fin de compte, se former autour d'une structure énergétique, dans une espèce d'électronique de la future réalité, qui, elle, est déjà préétablie. Maintenant, ce côté préétabli de la future matière, ce schéma-là de la future matière, qui existe de manière électronique mais qui n'est pas encore réalisé, il est déjà fixé. En faisant ça, on fabrique la matière. Dans la matière, il y a aussi de la matière vivante, ça s'appelle les corps. Ensuite, il y a les rencontres entre les matières vivantes et les matières inertes qui créent les décors et qui créent les événements et qui créent l'histoire. Évidemment, tout de suite, vous avez posé la question, alors on est déjà dans le déterminisme, donc le libre choix n'existe pas. Alors je vous donne un conseil, ne perdez pas du temps à rentrer dans une discussion qui n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que déjà, les médecins, ils sont OK de penser que les cellules cancérigènes, on les a déjà à la naissance. Alors tu vas dire que c'est un déterminisme. Non, tu dis que ça s'appelle un préétabli. Maintenant, est-ce que ces cellules cancérigènes, elles vont se déclencher parce que je vais être atteint d'une très grave maladie qui s'appelle la prise de tête? Ou est-ce qu'elles vont rester en sommeil parce que j'ai une femme qui m'aime tellement qu'elle est prête à prendre le risque que je survis à sa mort? Bon, je ne pourrais pas traiter tous les cas personnels, parce que j'ai un ressenti de sous-entendu qui est très très puissant, donc j'ose pas imaginer ce que ça pourrait être en consultation directe. Alors, cette idée-là, et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que le fait que des choses soient préétablies, c'est pas très grave. Parce que ce qui est important, c'est pas le décor, c'est ce qu'on en fait. Oui, maintenant que tu dis le hasard vous a mis ensemble, ou que Dieu vous a mis ensemble, ça change rien. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec la personne en face. Est-ce que vous allez grandir? Est-ce que vous allez développer de la communication? Est-ce que vous allez vous aimer? Est-ce que vous allez vous haïr? Est-ce que vous allez vous tromper? C'est ça qui est important. Mais de dire que c'est préétabli, c'est pas grave. Comme cette salle, il fallait bien qu'elle existe. C'est pas que Marion, avant-hier, elle a dit tiens, en fait, pourquoi pas Reims? Non, elle pouvait pas. Elle a été construite, la salle. Et après, nous, on s'inscrit. Maintenant, c'est juste d'arriver à comprendre, est-ce que tout ça, c'est une réalité physique ou simplement une illusion d'optique dans laquelle on s'inscrit? Comme vous êtes là. Pour moi, vous n'êtes pas un ensemble de personnes. Non, je vous dis la vérité. Pour moi, vous êtes une masse de bonne volonté. C'est comme ça que je perçois. Maintenant, si je perçois une mauvaise volonté, j'ai pas envie de transmettre. Pourquoi je vais transmettre? Pourquoi? Pour faire un spectacle? Aucun intérêt. Non. Et moi, j'ai une bonne volonté et vous avez une bonne volonté. Et cette communion des bonnes volontés, elle crée ce qu'on appelle vulgairement la compréhension. Maintenant, si on n'est pas dans une communion de bonne volonté, à cause des a priori, à cause de la fatigue, à cause du fait qu'on a peur de rater son train, à cause que la fille qu'on voulait draguer, elle est partie à la conférence d'avant, chacun a ses raisons. Alors, on n'est pas dans la communion des volontés, donc on n'aura pas de communication. Parce que communiquer, ça vient de commun, commun c'est comme un. Donc, si on n'a rien en commun, comment on communique? Ah, on communique tout seul. D'ici, c'est ça. Donc, on dit qu'au niveau du corps, le corps de l'homme comme le corps de l'univers, c'est le même principe. En fin de compte, c'est cette masse. Et cette masse-là de molécules qui va en changeant, parce que de la même manière que le monde il évolue selon une trajectoire préétablie, mon corps aussi il évolue selon une trajectoire préétablie. C'est-à-dire que génétiquement, que je le veuille ou non, à un certain moment, je vais avoir des épaules, des abdominaux. Vous gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Oui. C'est que la grossesse de la femme dure 9 mois, celle de l'homme dure 30 ans. C'est un truc. On ne sait pas ce qui va accoucher, mais on se doute que c'est un truc sérieux. Mais cette idée-là, que le corps de l'univers, lui aussi, il va suivre une série de transformations. De la même manière, le corps de l'homme, il va suivre une série de transformations. Et ces transformations, elles sont inscrites à l'intérieur. Alors pour ça, je donne toujours l'exemple du gland. Le gland, Non, pas du tout. Non, je ne parle pas d'un individu auquel vous pensez, un beau-frère, ou pas du tout. Non, je pense à la graine du chêne. Donc vous êtes avec votre fils, vous marchez dans la forêt, et puis vous voyez un chêne magnifique. Ce chêne, il est énorme. Il fait 15 mètres de haut, c'est 17 tonnes de bois, il y a des centaines de branches, il y a des millions de feuilles qui ont poussé depuis qu'il a été planté. Et votre fils, il dit, mais papa, d'où il sort? Alors vous cherchez dans la forêt, comme ça, par terre, et vous trouvez un gland. Tu dis, voilà, tu vois mon fils, ce gland? Eh bien, c'est l'ancêtre de ce chêne. Et c'est pas possible. Ça veut dire que toutes les branches et tous les détails de l'écorce,
qui ne se ressemblent pas d'un arbre à l'autre. Et toutes les nervures de chaque feuille, et toutes les vaisseaux qui ont véhiculé la sève, tout ça, tous ces milliards de détails, de toutes les branches, et de toutes les feuilles, et de tout ce qui était, tout ça, c'était dans le gland. Simplement qu'il s'est passé un certain temps entre le moment où on l'a mis en terre, où il est tombé dans la terre, et le moment où il a poussé. Et bien ces 15 ans-là, c'est la trame temporelle qui a accueilli les transformations de ce gland. Ça vous dérange pas? Oui? Non? Ça vous dérange pas? Oui. Alors maintenant, quand on conçoit un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On prend la semence de l'homme et la semence de la femme. Au moment où il y a la fécondation, on fabrique le gland. Je ne parle pas du futur, je parle du passé, d'accord? Et le gland, il va se développer au fur et à mesure. Oh, la personne, excusez-moi. Oh là, quel lapsus. Donc, et cette personne-là, elle va se développer. Maintenant, je sais très bien qu'au fur et à mesure où la personne va grandir, elle ne va devenir que ce qui est inscrit à l'intérieur de ces éléments. Donc, comme il y a un patrimoine physique, il y a un patrimoine génétique physique, il y a un patrimoine génétique psychologique, un patrimoine génétique spirituel, selon ce degré de croyance, excusez-moi. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure des étapes du développement de la chose, ça ne fait que s'inscrire dans un schéma. Donc effectivement, tiens, tu as les hanches de ton père et tu as les yeux de ta mère. Mais c'est quoi ça? C'était des données qui étaient inscrites à l'intérieur de cette semence. Maintenant, nous, dans les textes, on a des textes très très élaborés qui parlent de ce genre de principe, qui veut que le principal constituant de la semence d'un homme et d'une femme, c'est sa pensée. Mais pas la pensée dans le sens de la pensée intellectuelle, de la pensée philosophique, de la pensée, c'est-à-dire de l'activité cognitive. Au moment où je vous parle, vous pensez à ce que je dis. Le fait que vous le pensez ne veut pas dire pour autant que vous le pensez. Ah oui, parce que quand vous le pensez, c'est parce que moi je vous triture la tête avec des idées que vous essayez de mettre en place dans un contexte personnel, alors que quand vous pensez quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui est acquis et qui est inscrit à l'intérieur de votre nature profonde. Quand tu dis tu aimes ta femme, il dit oui, mais tu le penses vraiment, oui. Alors pourquoi tu la frappes? C'est peut-être ma façon de l'aimer. Pourquoi tu la trompes? Je conjugue au pluriel. Tu es un gars dangereux, d'accord? Donc quand quelqu'un pense quelque chose, en vérité, penser, c'est quoi? Penser, à ce niveau-là, c'est inscrire dans sa nature profonde. C'est-à-dire qu'on pense, nous, qu'un homme, il a un pouvoir, entre guillemets, de redistribuer son ADN personnel sous la forme du changement. Maintenant, il y a des gens qui pensent que non. Il y a des gens qui pensent qu'on est comme on est. C'est pour ça que le nez est tellement important chez certains. D'accord? Nous, on pense que non. Nous, on pense que quelqu'un, il peut être acteur de sa réalité intérieure et faire un vrai changement. Mais pour cela, il doit aller loin à l'intérieur de lui-même, comme a dit la personne juste avant, qu'il faut être prêt à mourir pour renaître. Prêt à mourir pour renaître, ça veut dire que prêt à tuer le mauvais qui est en toi pour faire apparaître le bon. Maintenant, si ça fait de la peine de tuer le mauvais qui est en toi, sache que de toute façon, le mauvais, il avait été créé justement pour que tu le tues. Un peu comme tous les cahiers que tu as usés entre le CP et la terminale. Ça te fait de la peine, tu dis tous ces cahiers, tous ces stylos, eh ben mon fils, n'aie pas de peine, c'est des choses qui ont été faites pour être détruites. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de cahiers que tu as remplis, ce qui nous intéresse, c'est la personne que tu es devenue grâce à ces cahiers. De la même manière, l'autre, il va être un peu le cahier de ta vie. Parce que sachez-le, ça a l'air débile, mais en fait, on devient parent grâce à ses enfants. Nous, on croit qu'on devient parent parce qu'on a des enfants. Comme si le fait d'accoucher rendait quelqu'un mature. Non, on devient parent grâce à ses enfants parce que les obligations que les enfants nous créent nous obligent à faire preuve de maturité. Et cette maturité, c'est une maturité qu'on n'aurait jamais eue sans les enfants. Bien sûr, ça parle des gens qui font de l'éducation. Les gens qui font de l'élevage, eux, évidemment, n'ont pas ce genre de problème. C'est pour ça qu'un éleveur de poulets, même s'il a élevé 30 000 poules, il ne change pas. Non, il ne change pas. C'est un éleveur de poulets. D'accord? Un éleveur de vaches ne change pas. Pourtant, des fois, la distinction est difficile. Bah oui, parce que le gars, il te dit, bon, tu sais, le bonheur est dans le pré. Ma femme s'appelle Marguerite. Et quand je l'ai vue la première fois, j'ai dit, oh la vache. Et voilà. Donc c'est quoi l'idée? C'est que élever des enfants,
comment on sait si quelqu'un élève des enfants ou si quelqu'un éduque des enfants? C'est seulement si lui, il change. Si lui, il change, ça s'appelle de l'éducation. Si lui, il ne change pas, ça s'appelle de l'élevage. Bon, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison, hein, je ne vous oblige pas à le croire. Mais cette idée-là, c'est quoi? Moi, c'est le fruit d'expérience un petit peu, parce que j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, mais je côtoie à peu près 25 000 personnes par an, donc je me permets comme ça de certaines statistiques personnelles. Hein. Il dit c'est pareil ici. Il dit si on dit ça, ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'on va vivre quelque chose, en fait, on va exprimer comme ce gland qui va pousser et qui va faire pousser encore une branche, qui va faire sortir encore une feuille. Il dit de la même manière, l'univers aussi, il est en développement. Il suit un certain parcours. Maintenant, nous, on pense qu'il est préétabli, d'autres qui pensent qu'il n'est pas préétabli. Maintenant, si tu penses qu'il n'est pas préétabli, tu vas avoir un problème. C'est pourquoi le développement reste harmonieux. C'est-à-dire qu'à quelle règle l'univers il obéit pour rester harmonieux, puisque tu penses qu'il s'agit d'une explosion. Or, depuis quand une explosion elle reste harmonieuse, donc c'est compliqué. Si tu dis que c'est préétabli, ça reste harmonieux, mais c'est un défaut, c'est que ça a l'impression d'être préétabli. Alors on te dit non, parce que ce qui est préétabli, c'est le décor, et non pas ce que tu en fais. Et c'est ça le plus important. C'est pas quand je t'ai vendu la voiture, je t'ai pas dit où est-ce que tu dois aller en vacances. Mais c'est quand même moi qui a fabriqué la voiture. Alors quand toi tu dis non, si je pars en vacances, je veux faire moi-même la voiture. Bon bah tu n'es jamais parti. Oui bah oui. Si vous avez lu Victor Hugo, je vous rassure, c'est pas lui qui a fabriqué les plumes avec lesquelles il a écrit. Il n'a pas fabriqué l'encre, parce que c'est pas intéressant. Maintenant, le nombre de personnes qui détiennent de l'encre et des stylos, et le nombre de personnes qui écrivent Victor Hugo, vous voyez bien qu'il y a une différence. Donc le plus important, encore une fois, ce n'est pas ce que l'on a, c'est ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est le fruit de ce qu'on devient, et ce qu'on devient, c'est le fruit de ce que l'on fait. Mince, je vous ai dit la fin du cours. Non, c'est un peu plus compliqué. Donc si c'est ça c'est déjà au niveau, on va dire, de regarder l'univers et de regarder le corps humain. Donc je vous fais un parallèle, parce que des fois, de le voir dans la globalité, c'est difficile, mais dans le corps humain, on peut le comprendre. Donc un homme. Après, il y a le parcours de l'âme. Alors là, par contre, je suis obligé de rentrer dans le religieux, parce que malheureusement, je n'ai pas d'autres références, puisque j'ai arrêté l'utilisation des vitamines illégales depuis longtemps. Donc, c'est pas grave. Il paraît que c'est une autre manière de voyager dans les paradis artificiels. Et même si on est obligé de se fixer une ligne, on n'est pas obligé d'y aspirer sous prétexte qu'elle est blanche. Bon. Ou en poudre. Alors, je vous donne l'idée. Chaque personne a une âme. Qu'est-ce que c'est une âme? Une âme, c'est une combinaison complexe d'éléments divins qu'on appelle les étincelles. Maintenant, j'essaie vraiment d'être le plus clair possible. Maintenant, cette combinaison d'étincelles, elle va donner ce qu'on appelle le spectre de l'âme. Chacun d'entre nous a une âme différente parce qu'il a un spectre différent. Et ce spectre-là, il contient un certain nombre d'éléments, et chacun de ces éléments, chacune de ces étincelles, en vérité, correspond à un jour de vie. Et on a autant de jours à vivre que d'éléments dans ce spectre. Maintenant, chaque jour, il y a un élément de ce spectre-là qui se dévoile, et la rencontre entre le dévoilement de cette étincelle et la réalité physique du monde s'appelle en français le présent. Maintenant, chacun d'entre nous a une âme différente, et en vérité, chacun d'entre nous a un présent différent. C'est-à-dire qu'il y a une formidable illusion d'optique de croire que parce qu'on est au même endroit, on vit la même chose. C'est une erreur. C'est pour ça que quand vous avez 5 personnes impliquées dans un événement, chacun a une vision de l'événement. Quand vous avez 5 personnes dans une famille, chacun a une vision différente de l'autre. Et la preuve, c'est qu'au moment du deuil, on réunit tous les endeuillés et chacun va partager l'image qu'il avait de la personne. Et en fin de compte, on voit que l'image, elle est plurielle, elle n'est pas singulière. Et c'est normal, parce que chacun a un angle de vue, a une perception, a une sensibilité différente, a un cerveau différent, a une culture différente, a une approche différente, donc c'est normal. Ça veut dire que c'est impossible d'avoir une vision globale si on refuse le pluriel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on partage. Parce qu'on essaye d'avoir la vision globale en adhérant à la vision plurielle. Maintenant, celui qui refuse l'adhésion globale, il peut le faire, parce qu'il dit « moi j'ai ma vision à moi, j'ai mon opinion », mais c'est dommage parce qu'il lui manquera 99% de l'iceberg, puisque l'iceberg, il est à 99% sous l'eau. Et sous l'eau, c'est quoi? C'est ce que tu ne vois pas. Et ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc vous êtes la masse de l'iceberg. Et moi, je suis la pointe. Et vous aussi, on voit votre pointe, mais on voudrait voir votre masse. Maintenant, quand les gens conjuguent leur bonne volonté, étant donné que la volonté, elle est le moteur de l'existence, et en même temps le moteur de la communication, donc on peut créer une dimension globale, même si on n'a pas tout réglé
les détails de la transmission. Simplement parce qu'il y a une volonté positive de le faire. C'est pour ça que des gens qui ne parlent pas la même langue, quand ils ont le désir de se comprendre, ils se comprennent. Et des gens qui parlent la même langue, et parfois même qui ont un passé commun, et il y en a même qui ont une vie commune et qui ne se comprennent pas. Comment c'est possible ? Parce que le secret, c'est que les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. Donc les gens qui ne s'entendent pas ne s'écoutent pas. C'est simple. Il dit, cette logique-là, quand elle est reportée au niveau de l'âme, c'est que l'âme, en vérité, on a dit tous les jours, elle va développer une certaine étincelle. Cette étincelle-là, quand elle arrive dans la réalité, je sais que c'est très très abstrait pour vous, et moi-même dans des milieux autorisés, des gens qui l'étudient depuis des années, ça me prend 1h30 pour leur expliquer, donc là je ne sais pas très bien dans quel contexte on va réussir à le faire, puisque j'enlève le texte, il reste le... Bon, d'accord. Détendez-vous. Donc c'est quoi l'idée ? C'est qu'au moment où cette étincelle, elle sort de la personne, elle arrive dans la réalité. Maintenant, la réalité, elle contient la matière et le temps. Voilà, là, j'ai des contraintes de temps. Là, il y a de la matière. Je tiens sur quelque chose de solide. Vous-même, vous êtes là en face de moi. Je ne peux pas vous traverser. Ça s'appelle la matière. Et ça s'appelle aussi le temps. Maintenant, le monde intérieur, lui, n'est pas soumis au temps ou à la matière. Là, les scientifiques essaient depuis des années d'essayer de trouver des ordinateurs qui vont plus vite que le cerveau. Mais le cerveau ne va pas vite. Je m'excuse de le dire pour les scientifiques. Le cerveau ne va pas vite. Le cerveau n'est pas soumis au temps. Maintenant, à l'intérieur de mon corps, il y a une dimension qui s'appelle mon jeu, mon être, mon psychique, et au-delà, il y a mon âme. Et mon âme, elle existait avant que le monde existe, puisqu'elle est d'origine divine, donc elle est intemporelle. Le problème, c'est le moment où cette énergie-là, elle traverse mon psychique, elle traverse mon physique, et elle arrive à l'extérieur, de quelle nature elle est. Cette étincelle divine, quand elle traverse le psychique, elle s'appelle la volonté. C'est comme ça qu'elle est perçue de manière consciente. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est volonté. Sa nature elle-même n'est pas volonté, elle est énergie. Mais c'est l'homme, le jeu, en disant « je veux », qui prend en main cette énergie et qui va l'orienter vers quelque chose ou vers autre chose. Quand cette énergie, elle passe par le corps, alors elle s'appelle la vie, en science, en éthique médicale. Parce qu'on dit, tiens, le cœur bat, tiens, le cerveau, il bouge. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que quand la vie a quitté l'homme, on ne va pas la remettre ? Parce que c'est une chose qui n'appartient pas à l'homme. C'est pour ça qu'on est obligé de respecter cette vie au-delà de nos contraintes ou de nos intérêts commerciaux ou de nos intérêts économiques. Parce que quelque chose qui est plus grand que nous. Donc cette même énergie, quand elle rentre dans le psychique, elle s'appelle la volonté. Quand elle rentre dans le physique, elle s'appelle la motivation. Elle s'appelle ce qui fait bouger le corps. Et quand elle rentre dans le vécu, quand elle arrive à l'extérieur, elle s'appelle la détermination. C'est-à-dire que l'air comprimé qui va faire bouger la grue, la volonté positive qui va développer mon couple, la confiance que j'ai en mon enfant qui fait que lui-même se met en mouvement, la croyance que j'ai dans mon produit qui fait que le produit se vend, la conviction que je mets dans la voix qui fait que vous comprenez de quoi je parle, tout ça c'est quoi ? C'est une énergie. Maintenant cette énergie-là, elle n'est pas humaine. Voilà, je l'ai dit. Elle n'est pas humaine. Mais l'utilisation qu'on en a est humaine. Et c'est ça le paradoxe. C'est qu'on va contenir quelque chose qui n'est pas humain, donc par définition qui est infini, mais nous allons en avoir une utilisation finie. Après, chacun selon ce qu'il désirera en faire. Maintenant, quelqu'un qui va mettre ça dans du commercial, alors il aura une envie de commercial infini. Celui-là, il va le mettre dans la haine, il va avoir une envie de haine infinie. Celui-là, il va le mettre dans le génie, il va développer des idées que personne n'aurait pu imaginer. Mais celui-là, il va le mettre dans la bêtise, il va être d'une bêtise infinie. Celui-là, il va le mettre dans la violence, il va le mettre dans une violence qu'on n'aurait pas pu envisager. Celui-là, il va le mettre dans l'amour, et on est sublimé par un raz-de-marée de gentillesse. Mais qu'est-ce qu'on a fait en vérité ? Et ça, le paradoxe, on va prendre de l'énergie infinie et on va lui donner une connotation finie. Jusque-là, c'est clair ou... Super. Maintenant, dans les applications de tous les jours, ça donne par exemple l'instinct médical chez le médecin qui veut vraiment soigner. Ça donne l'intuition féminine chez la femme qui se dit « Tiens, c'est bizarre, ça fait 2 mois qu'il ne m'a pas touché ». Ça donne l'instinct parental chez la maman qui dit « Écoute, le petit, il n'est pas bien ». Mais dit « Si, qu'est-ce qu'il a ?» Je te dis qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Je le sens qu'il n'est pas bien. Comment tu sais ? Il n'y a aucun symptôme, il n'y a rien. C'est l'instinct maternel. Pourquoi ? Parce que si on dit encore une fois que cette énergie-là, elle n'est pas limitée par la matière puisqu'elle est infinie, donc elle va avoir un pouvoir de pénétration sans limite.
Alors encore une fois, la partie voyante de l'iceberg s'appelle l'intuition, la partie cachée, ça peut aller jusqu'à la transcendance, jusqu'à la prophétie, mais ça vient même de la nature même de cette énergie-là. C'est pour ça que c'est toujours dommage. Moi personnellement, moi je suis religieux, donc ça ne me dérange pas, mais ça fait de la peine de rabaisser cette énergie infinie de l'homme à un certain niveau de conscience ou à une certaine exploitation d'un pouvoir de décision qui est limitatif. Parce qu'on peut faire des choses tellement grandes. Pourquoi se rabaisser à cet orgueil infini de croire que ma personne s'arrête à mon moi en tahitien, mon moi en français? C'est dommage. C'est dommage. Parce que je vous le dis, ne le prenez pas mal, je vous le dis dans des mots simples, c'est que la seule manière d'être grand, c'est d'essayer d'éviter d'être petit. Tu peux faire rentrer la générosité dans ta maison si tu as un esprit, la misère. C'est misère. Il y a des gens, ils sont dans la misère. C'est un mental. Écoute, ça fait 3 fois qu'on mange le plat, jette-le. Pourquoi? Gaspille. Mais c'est la misère. On ne peut pas vivre assis dans un 2 pièces. Écoute, c'est ce qu'on peut. Mais non, ce que tu peux, c'est ce que tu veux. Vas-y, bouge. Non. Tu fais rentrer la misère dans ta vie. Maintenant, tu fais rentrer la misère dans ton mental. Et tu dis, je suis idiot, voilà, je suis comme ça. Ouais. Toi, tu fais rentrer la misère dans l'ambition pour tes enfants. Écoute, ça sera pas mal. Si déjà ils font rien, ça sera mieux que rien. Tu fais rentrer la misère dans ton psychique. Toi-même, de toute façon, je vaux rien, je suis rien, je vaux rien, je suis rien, je vaux rien, je suis rien. Bon, dommage que tu n'aies pas mort hier, d'accord? Mais il dit ça, c'est un esprit. Maintenant, cette misère-là, elle vient de quoi? Elle vient d'une limite que tu t'es imposée toi-même. Et ça, dans notre tradition à nous, ça s'appelle de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est soit de croire que tu es plus que ce que tu es, soit de croire que tu es moins que ce que tu es. Maintenant, tu te mets au-dessus des autres parce que tu penses que tu vaux mieux, ou tu te mets au centre de la souffrance parce que tu penses que tu es le plus malheureux de tous, et que tu as ce privilège et ce monopole, c'est un orgueil inversé. Il va, c'est exactement pareil. Maintenant, toi, tu peux sortir de ces contraintes, de ces limites, de cette petitesse, simplement en acceptant d'adhérer à une énergie infinie qui te traverse. C'est-à-dire que si au lieu de te laisser aller, selon une énergie préétablie, tu veux prendre en main cette énergie et faire sortir le meilleur de toi-même, mais qui sera poussé par cette énergie, alors cette énergie qui est infinie, elle va faire de toi un être énorme. C'est pour ça qu'en hébreu, c'est difficile à traduire en français, le mot Adam, qui veut dire l'homme, c'est les mêmes lettres que le mot méhod, qui veut dire beaucoup. C'est-à-dire que l'homme, c'est beaucoup. L'homme, c'est énorme. Mais ça dépend comment on le regarde. Parce que Adam, en hébreu, ça vient aussi du mot Adama, et Adama, c'est la terre. Donc tu peux être à un très bas niveau au niveau de la terre. Oui, mais un homme, en hébreu, c'est aussi Ish. Et Ish, c'est quoi? C'est Aleph, Yud, Shin, c'est 3 lettres, dans lesquelles il y a deux mots, en fait. Il y a un mot qui s'appelle Esh, qui est feu, et un mot qui s'appelle une lettre qui s'appelle Yud. Yud, c'est 10. Et 10, ça représente la sagesse. Donc en fait, c'est quoi un homme? C'est du feu, de l'énergie avec de la sagesse. Maintenant, tu peux être une créature complètement éthérée, une personne tellement au-delà de la matière, ou alors fondamentalement un consommateur pousseur de caddie chez Auchan. Parce que tu veux vivre la vie, la vraie vie, la vie Auchan. Et que quand tu n'as pas le moral, tu vas chez Carrefour, parce qu'avec Carrefour, tu positives. Et que tu es fier d'aller dans les allées de la vie avec ton caddie, qui souffrent. Vous savez, ils font des caddies énormes pour complexer tous les gens qui veulent acheter une brosse à dents. Des caddies énormes. Mais c'est ce que c'est le caddie? Le caddie, c'est le vide de ta vie. C'est le vide de ta vie. C'est ça que tu veux combler. On t'a fait croire que le pouvoir d'être, c'était un pouvoir d'achat. Et que si tu n'as pas le pouvoir d'achat, tu n'as plus le pouvoir d'exister. On a fait de toi un consommateur. Excusez-moi, j'ai coupé le mot, mais je me demande si j'ai pas fait exprès. Je me poserai la question tout à l'heure, si j'ai le temps. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que quelqu'un, il a une tellement grande énergie à l'intérieur de lui-même. Il peut faire tellement des choses énormes. Mais ça, il ne peut pas le faire s'il n'envisage pas la dimension infinie qui est en lui. Voilà, encore une fois, que tu le perçois comme une religion.
parce qu'il s'agit d'une âme divine, ou que tu acceptes qu'il y a quelque chose en toi qui est plus grand que toi, et de ne pas limiter ton toi à toi. Parce que qu'est-ce que tu es toi? Qu'est-ce que tu es toi? Qu'est-ce que tu es? Ouais. Non, t'es une particule. T'es rien. Dans les textes, nous, on dit que la vie d'un homme, elle est comme l'ombre d'un oiseau qui passe sur le sol. L'ombre d'un oiseau. Je n'ai pas dit qu'il s'est arrêté, je n'ai pas dit qu'il a été gravé dans le marbre. L'ombre, vous savez comment elle passe, l'ombre? Et l'ombre, c'est quoi? C'est quand on fait écran devant la lumière, ce qui apparaît, c'est l'ombre. Donc ce qu'on appelle rien. C'est ça un homme. Maintenant, pourquoi il y a des ombres qui vont marquer la temporalité, et il y a des ombres qui ne vont rien marquer du tout? Tu n'étais que l'ombre de toi-même. Mais c'est très simple. Parce que si tu as profité de cette ombre-là, qui est l'ombre de la lumière, donc la lumière, c'est ce que tu produis, l'ombre, c'est ce que tu produis, et la lumière, c'est ce que tu es. Si tu as profité de cette lumière pour produire quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, eh ben, tu verras que cette lumière, elle continuera à briller dans les yeux des gens qui t'ont connu après que tu sois mort. Mais si tu n'as fait que de l'ombre, c'est-à-dire que tu étais un producteur, tu as produit ton diplôme d'ingénieur, après tu as produit tes 230 000 euros pour acheter ta maison, après tu as produit tes 20 000 euros par an pour manger, toute ta vie tu étais un producteur. Mais le but de la vie, c'est pas de produire. Le but de la vie, c'est de devenir. Parce que ce qu'on est, c'est ce qu'on est devenu. Et ce que tu transmets à tes enfants, c'est ce que tu es devenu. Donc quelqu'un qui va vivre des choses, mais sans faire un changement profond chez lui, eh bien bizarrement, ses enfants ne lui ressemblent pas. Comment ça se fait? Parce qu'il n'est pas devenu. Et par contre, quelqu'un qui est devenu, quand tu rencontres son petit-fils, tu dis, mais attends, vous n'êtes pas le petit-fils d'un tel? Le gars, il dit oui, effectivement. Pourtant, il ne se ressemble pas. L'autre, il faisait 1m80, lui, il fait 1m12. L'autre, il était grand et beau, lui, petit et moche. Ouais. Il dit, mais vous êtes le petit-fils parce que tu dégages une énergie qui représente ce que la personne était. Mais on ne peut pas être quelqu'un qui devient si on n'est pas le fils de quelqu'un qui lui-même est devenu. Donc nous, quand on éduque nos enfants, on doit les éduquer à devenir. On ne doit pas les éduquer à produire. Parce que produire, à quoi ça sert de produire? De toute façon, on va tous mourir. Non, c'est vrai. Le gars, il a 6 appartements. Tu crois qu'à Pantin, on va lui trouver un cercueil pour lui mettre les 6? Le pauvre, ça fait de la peine. Le gars qui avait l'habitude de vivre dans 800 mètres carrés, on lui octroie un studio en longueur. Il a peine s'il arrive à bouger. Mettez-le un peu à l'aise. Il avait l'habitude d'être à son aise. Non, parce que c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est que l'enveloppe corporelle qu'on t'a donnée, tu vas l'utiliser pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant, ton âme, t'en fais pas, elle est extraordinaire par définition, puisqu'elle est extraordinaire. Elle est en dehors de l'ordinaire. Et ton corps, que tu le veuilles non, c'est une masse de particules organisée de manière harmonieuse pour les gens qui ont les qualités morales qui vont avec. D'accord? Et au milieu, il y a quoi? Il y a une personne. Et cette personne-là, où elle va être quelqu'un d'énorme, où elle va être quelqu'un de petit. Il dit maintenant, dans ce schéma-là, quand l'âme, elle vient, parce que nous, dans notre tradition, l'âme est déterminée au moment de la conception, au moment où les parents conçoivent l'enfant, selon le degré de communion, le degré d'amour, le degré de lien, le degré d'investissement, le degré de projection dans la vie et le degré d'ambition spirituelle, on décide de l'âme qu'on va mettre à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'on détermine une l'âme. Maintenant, l'âme, elle doit suivre, elle, une autre démarche. Parce que pour l'instant, on parle beaucoup du moi. C'est-à-dire que moi, je viens au monde et je grandis, je vieillis, je meurs. Et mon corps, lui aussi, il se développe, il se flétrit et il disparaît. Ça, c'est un parcours qui s'appelle la trajectoire du corps, un parcours qui s'appelle la trajectoire de l'homme, de l'être. Mais il y a un autre parcours, et ce parcours, il existait avant moi. C'est le parcours de l'âme. Et l'âme, elle passe par plusieurs corps, ça s'appelle la réincarnation. Et heureusement ou malheureusement, il y a aussi des résiduels des vies antérieures. Par exemple, des gens dans le coma qui se mettent à parler l'espagnol du Moyen-Âge. Tu dis, mais attends, c'est pas possible, en 2015. Oui, il y a plein de cas comme ça, des choses incroyables qui arrivent, des gens qui sont traumatisés par la Shoah, alors qu'ils ont grandi dans un milieu qui n'avait aucun rapport avec ça, de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que, et c'est ça que je vous demande encore une fois, ou de m'écouter ou de me faire confiance, ou les deux, c'est que quand on dit que chaque jour, l'étincelle, elle est exprimée dans la réalité, à ce moment-là,
c'est l'homme qui va décider selon son libre arbitre qu'est-ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va en faire de l'essentialité, et c'est ce qui va être, en fin de compte, son existence future, ou est-ce qu'il ne va pas en faire de l'essentialité, et à ce moment-là, cette étincelle-là qui n'a pas été utilisée, elle va être obligée d'être reconditionnée dans une autre âme, qui va peut-être revenir dans une autre vie, ou peut-être que lui-même aura l'occasion de la rencontrer. Je donne une image. Comme nous, on le développe. Maintenant, encore une fois, vous n'êtes pas obligés. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait une croix sur le judaïsme, alors que nous avons fait une Magen David. D'accord. Mais je vous donne l'idée. Imaginez quelqu'un, il a 20 ans. Comme ça, on explique. Quelqu'un, il a 20 ans. Et puis, il est en face d'une jeune fille, et puis il a envie de faire une grosse bêtise avec elle. Genre de bêtise physique que l'on peut faire en faisant croire à l'autre qu'on va l'épouser, mais qu'en fait, c'est juste une exploitation physique d'une partie de son corps qui nous intéresse de manière limitée. Mais elle ne le sait pas, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, j'ai besoin. On dit à quelqu'un, je t'aime, tu seras la femme de ma vie, je serai là pour toi, et l'autre, elle suit, ça existe. Bon. C'est pour ça que chez nous, avant le mariage, 0. Tu signes, tu t'engages, tu vois les parents, tu fais le mariage, et après, on te laisse tranquille dans la chambre à coucher. Et si quelqu'un va dire, bon écoutez, sexuellement, il faut être quand même plus libéré, je ne sais pas, hein, encore une fois, ça n'engage que moi, hein, je ne sais pas combien d'avantages on peut tirer à tous les traumatismes qu'on a cumulés dans des espoirs non réalisés, ouais, pour dire qu'ensuite, c'était ça, l'amour. Parce que j'y ai cru, ça n'a pas marché. J'y ai cru, ça n'a pas marché. J'y ai cru, ça n'a pas marché. Maintenant, si j'enlève tous les gens qui sont venus pour profiter et ceux qui sont venus pour investir, comment le cumul de tout ça, ça peut s'appeler le bonheur. Alors que quand la personne dit, écoute, moi je veux te rendre heureuse. Tu veux me rendre heureuse ? Oui, je veux te rendre heureuse. Tu viens voir mes parents, tu t'engages, tu signes un contrat de mariage. Chez nous, ça se passe comme ça. Tu fais une soirée, il y a des témoins. Et maintenant, tu fais une préparation d'engagement à me rendre heureuse. Et avec ça, c'est pas facile. Mais si on est tous les deux comme ça sur la plage, et tu me dis, tu veux qu'on aille faire une balade en mer ? Je dis, écoute, pourquoi pas ? J'ai rien à faire dans ma vie, toi aussi. On prend une barque, ce qu'on appelle une galère quand c'est plus grand. On met 2 rames, on monte dedans, comme ça naturellement. On pousse la barque vers la mer, et quand on est vraiment dans la mer, on va voir qui c'est qui va ramer. Et cette logique-là, c'est quoi ? C'est que je ne peux pas engager l'avenir d'un autre si moi-même, je n'ai pas pris les garanties que cet engagement, il ne va pas être au détriment de l'autre. C'est difficile. Ça s'appelle la maturité en français. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui confondent la joie et le plaisir, et que l'autre peut être l'objet du désir, donc à ce moment-là, ça ne s'appelle plus de l'amour, ça s'appelle de la masturbation en communauté. C'est-à-dire, j'utilise ton corps pour me faire plaisir, tu utilises le mien pour te faire plaisir. Mais qui a dit qu'on va en sortir indemne au niveau psychologique ? Qui a dit qu'on pourra remonter la 2e fois ? Qui a dit qu'il ne va pas falloir prendre de l'exomil pour absorber le choc du fait de se dire qu'en fin de compte, la personne, elle s'est toujours moquée de moi, alors qu'elle-même, peut-être, elle ne le savait même pas. Donc, c'est exactement pareil. Quand moi, je fais le lien avec une femme que j'aime, comme moi je fais le lien avec cet enfant, comme moi je fais le lien avec cette entreprise, comme moi je fais le lien avec vous, que j'investis une énergie pour faire passer quelque chose, il n'y a pas de différence. Il y a des règles, et il y a des principes qui vont garantir la valeur de ce qu'on fait. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des courants d'air, alors autant mettre des ventilateurs et c'est tout. On ne veut pas. On veut produire quelque chose d'intemporel, on veut produire quelque chose de grand, on veut produire quelque chose d'énorme. Et cette chose-là, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire de l'intemporalité. Ce qu'on appelle vulgairement de l'essentialité. Maintenant, d'être prêt à le faire, ça ne peut ne se faire qu'avec des conditions extrêmement précises et avec une volonté extrêmement pure. Et à ce moment-là, le miracle se passe. Un peu ce qu'on vous vend au cinéma, sauf que le gars au cinéma, c'est juste un scénariste frustré qui l'a jamais vécu et qui essaie de le raconter pour que les gens en rêvent. Donc ça fait un rêveur et un frustré qui regardent les deux le film. Mais si vous êtes des gens vrais, et vous savez que ça existe, parce que cette personne-là, vous l'avez rencontrée, parce que cet événement-là, vous l'avez vécu, parce que cet instant-là, vous l'avez exprimé, vous savez que ça existe. Alors après, la discipline, c'est ce qui permet de le perpétuer. Ou non, vous allez faire semblant.
Vous allez venir au séminaire, vous allez manger bio, et puis en cachette, vous allez manger des bonbons chimiques. Vous allez revendiquer la pureté du monde, mais vous allez boire du coca. Donc il y a un moment ou un autre. Ce que nous, on appelle le repentir, moi je pense que dans la rue, ça s'appelle la cohérence. Alors, et le paradoxe, c'est quoi? C'est que ces trois dimensions, elles se superposent. Parce qu'il y a une dimension qui est que l'âme, elle vient d'avant, et elle est donnée à un certain moment à la personne, durant une durée de vie, et qu'elle a un travail à fournir, et ce travail-là, il va être une redistribution, on a dit des étincelles, du vivant. Maintenant, quand du vivant, la personne n'a pas optimisé cette étincelle, puisque chaque jour correspond à une étincelle, donc cette étincelle-là, elle va être reconditionnée à l'intérieur d'une personne. Par exemple, que cette personne-là, encore une fois, elle a 19 ans, elle a 20 ans, et elle a abusé physiquement d'une jeune fille, et après elle lui a dit, écoute, je t'aime pas, t'es pas mon genre, et l'autre, la pauvre, elle s'est donnée entièrement comme si c'était son mari, et qu'après on lui dit, tu sais, c'est la vie, c'est pas grave, tu trouveras ailleurs meilleur. Alors qu'est-ce qu'on dit, nous, dans notre tradition? C'est que cette étincelle-là, de cette jeune fille-là, qui a subi une souffrance, une frustration de quelqu'un qui lui a menti pour abuser physiquement d'elle, cette étincelle, elle revient dans un autre corps. Et quel corps elle revient? Dans la fille de ce monsieur-là, 20 ans après. Et il se retrouve en face d'une fille qui lui dit, écoute papa, je te dis la vérité, moi je veux être libéré sexuellement. D'accord? Je veux des préservatifs, je veux avoir un stérilet, parce que j'ai besoin de m'exprimer sexuellement, le jour, la nuit, avec des adultes, des enfants et des chiens. Alors lui dit, mais enfin chérie, tu as 12 ans. Attends un peu, prends l'exemple de ta mère, d'accord? Qui a 45 ans n'a toujours pas trouvé le point, elle est au F, elle attend le G, d'accord? Ouais. Il dit, mais c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, ce monsieur-là, il se retrouve là avec une enfant qui écoute France Info toute la journée. Il dit, mais comment je vais faire? Mais quel dérèglement, quelle souffrance, quel truc, comment je vais faire? Donc il va falloir qu'il trouve les mots. Il va falloir qu'il trouve les mots pour la convaincre que c'est une perdition, que c'est une destruction, qu'en fait elle est en train de marchander de l'affection à la place d'une recherche de reconnaissance, et que c'est pas elle, et qu'elle a le droit à plus, et que c'est seulement un manque de respect d'elle-même et un manque de dignité, et que si elle se construit, et si elle se transforme, et si elle s'assume, elle n'aura pas besoin d'aller mendier de l'amour, parce que l'amour viendra vers elle, c'est pas elle qui ira le mendier. Mais pour trouver les mots, il va falloir qu'il change. Il change de quoi? Il change de ce monsieur-là qui, à l'époque, quand il avait 19 ans, il a justement profité de cette situation sur une personne qui, elle aussi, était en manque d'amour. Donc cette étincelle, elle est revenue chez sa fille, pour que lui, ça lui crève le cœur d'avoir à trouver l'argument. En trouvant l'argument, il va en fait réparer ce qu'à l'époque, il n'a pas géré. Je ne sais pas, c'est clair ou c'est pas clair? Maintenant, ça, c'est par rapport à quelqu'un qui est très proche. C'est quelqu'un qui vient de ta chair, un enfant. Des fois, ça peut être un élève. Des fois, ça peut être une rencontre. Des fois, ça peut être quelqu'un qui te fait du mal, mais en vérité, qui est là pour te faire grandir. C'est à toi de voir, derrière le circonstanciel, quel est le projet. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Parce que nous, on pense que tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Encore une fois, le bien, c'est pas forcément ce qui te fait plaisir, mais c'est ce qui te fait grandir. Maintenant, des fois, pour grandir, il faut t'encourager, et des fois, pour grandir, il faut un peu te forcer. Comme ce prof de maths qui t'a saoulé, mais grâce à ça, t'as eu ton CAPES de maths. Alors que l'autre qui était très cool, bon, écoute, détends-toi, fais ce que tu veux, quand tu veux. Bon, grâce à Dieu, t'as ton RSA, t'es bien, quoi. Ouais. Et où elle est ton ambition? Non, écoute, c'est déjà pas mal. Pourquoi je vais aller bosser? De toute façon, je touche la même chose. Mais si tu vas bosser, t'as une dignité. Si tu touches la même chose, t'as rien. C'est pas une question d'argent. C'est une question de réalisation, c'est une question de projet, c'est une question de se lever le matin. Et cette dimension-là, pour arriver à une dimension où quelqu'un il peut s'enfermer dans un non-existence qui provient d'une dimension de non-choix, et le non-choix, c'est le refus d'être. Alors combien il faut avoir peur de la vie, et combien il faut qu'on ait eu des parents qui ne nous aient pas donné envie de vivre, et combien il faut être dans une civilisation où le non-être il devient un art. Il devient un droit revendicable. Je me rappelle, peut-être vous vous rappelez de cet événement-là. Un jour, les chômeurs, il y avait une prime. Et l'État a refusé de leur donner la prime. Ils ont fait grève. C'est bizarre comme ambiance. Maintenant, il est chômeur, le gars. Il fait grève.
Mais grève de chômage. Mais je comprends pas, un grève de chômage, c'est un travail, alors on va travailler, parce que tu grèves. Tu peux pas chômer au carré. Tu chômes et tu chômes. Tu chômes à la puissance, je chôme. C'est impossible. Je fais grève parce que vous ne me donnez pas la prime. Mais une prime, ça va, mais des primes, ça va pas. C'est logique. Encore une fois, je ne parle pas d'argent. Je parle d'une dynamique de se lever, de se battre et de faire quelque chose. De la même manière, on est mariés maintenant. Bon, t'as tort, t'as raison, ta mère, t'as truc, je t'ai manqué de respect. Ok, on avance ou on n'avance pas? Tu veux qu'on fasse grève? Tu veux qu'on fasse grève de vie? Tu veux qu'on fasse grève d'amour? Tu veux qu'on fasse grève d'investissement? Toi, c'est pareil, maintenant ton fils, il n'est pas exactement comme tu voudrais. En quoi tu fais grève? Parce que tu l'aimes à condition qu'il soit ce que tu attends de lui. Mais il fallait lui dire à la naissance que c'était un produit fini, le gars. Non. Un enfant, tu dois l'aimer sans condition. Sans condition, c'est quoi? C'est prendre le risque d'être déçu. Mais déçu par qui? Déçu de qui? Déçu de toi. Parce que c'est toi qui as préétabli une image de ce que tu attendais. Et c'est ça ton erreur. Le contraire aussi. Que des fois, les gens, ils sont déçus de la réussite de leurs enfants. Parce qu'ils étaient tellement convaincus qu'ils allaient se planter, que l'autre, en réussissant, il les a déçus. Je sais qu'au niveau psychiatrique, c'est intéressant, mais ça sort des trucs bizarres. Il dit, mais c'est ça l'idée. Il dit que quand quelqu'un y comprend ça, que c'est une trame. Donc il y a une trame au niveau physique qui va se traduire, une trame au niveau psychologique, parce que tu vas évoluer en fonction des rendez-vous que tu vas avoir avec la vie. À chaque fois que tu réponds à la question de la vie, ça te donne un niveau de maturité, et tu évolues. Et bien, au niveau spirituel, c'est la même chose. C'est-à-dire que ton âme, elle va produire ces étincelles-là, mais elle suit une démarche. Alors après, c'est de comprendre comment ces trois trajectoires, elles se superposent. C'est-à-dire qu'au moment où l'étincelle traverse ton corps, elle apparaît dans le psychique sous la forme de l'énergie, et dans ton corps, elle apparaît comme la transformation de tes cellules. Mais c'est les trois trajectoires qui se superposent. Maintenant, le problème, c'est qu'elles sont interactives. Donc quand toi, tu es mal dans ta tête, automatiquement, ça se ressent sur ton corps, ça s'appelle un symptôme. Quand tu ne veux pas, tu es dans le déni de l'énergie de ton âme, tu trouves que ta vie n'a pas de sens, parce que d'être un consommateur, à un bout d'un moment, c'est un peu dépassé. Parce que celui qui n'a pas tout ce qu'il voudrait, il peut toujours rêver qu'en l'ayant, il sera heureux. Mais celui qui a déjà tout, il se demande pourquoi il vit un jour de plus. Donc celui qui ne veut pas tomber dans ce piège-là, de confondre le verbe être avec le verbe avoir. Parce qu'on t'en fait croire que si tu es riche, ouais, tu es riche, alors quoi? Alors tu es heureux, tu as de l'argent, alors tu es heureux, tu confonds le verbe être avec le verbe avoir, tu as une maison, alors tu es bien, ça n'a rien à voir. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'il faut utiliser cette matérialité, il faut utiliser comme une trame. Mais la trame, elle est faite pour qu'on devienne. Et la vraie satisfaction, c'est d'être devenu. Alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on appelle en français la satisfaction d'être, qui est vécue, qui n'est qu'un éclairage, une résonance de l'âme. C'est-à-dire que le parcours de l'homme, en fait, il est faussé dans la société. Parce que l'homme, on lui demande d'être pour produire. Et il produit, et il meurt. Alors qu'en fait, le but, c'est pas de produire. Le but, c'est de devenir. Maintenant, étant donné qu'on ne peut pas devenir sans faire, parce que tu apprends la menuiserie, tu fais de la menuiserie, tu deviens menuisier. Tu apprends la médecine, tu pratiques la médecine, tu deviens médecin. Maintenant, tu veux des enfants, tu fais des enfants, tu deviens père. Donc maintenant, le problème de la société, c'est que par souci de productivité, elle a arrêté le cycle. Mais le cycle, il doit aller jusqu'au bout. Franchement, de vous à moi. Si un homme et une femme, ils se regardent, après 35 ans de mariage, il dit, écoute, bravo pour la maison, bravo pour les vacances, bravo pour la voiture, bravo pour les petits-enfants, bravo pour la maison de campagne, bravo pour le compte en banque, bravo pour les actions. Mais dommage qu'il n'y ait jamais eu d'amour entre nous. Dommage que j'ai jamais eu confiance en toi. Dommage que je me suis jamais senti proche de toi. Dommage. Alors à quoi ça leur a servi tout ça? Je l'ai déjà dit dans un autre cours, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous révisez ou vous redoublez, je ne sais pas. C'est que quand il manque l'essentiel, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Combien il faut de superficiel pour combler le manque d'essentiel? C'est un vrai problème.
Alors cette société nous fait croire, rajoute encore du superficiel, et tu verras, un jour tu seras heureux. Et les gens, ils font la queue. Ça va venir, il paraît que le bonheur, il est au bout de l'allée. Vas-y, pousse ton caddie, achète encore la nouvelle voiture. Voilà le téléphone qui fait des glaçons. D'accord. Mais peut-être qu'un jour tu vas dire, est-ce que je suis obligé d'envoyer un texto à mon fils pour lui parler ? Est-ce que je pourrais pas aller dans la chambre, lui prendre la main et lui dire, tu sais que papa il t'aime ? Le petit va dire, attends papa, excuse-moi, mais là c'est trop violent. Tu m'envoies un email, je le lis doucement, je l'ouvre si je veux l'ouvrir, et toi tu la fermes quand je te le dis, d'accord ? C'est ça le problème. On a tellement voulu développer l'artificiel qu'on a perdu le naturel. On perd. D'ailleurs, je le dis et je répète, cette aventure, elle est tellement énorme, elle est tellement grande, et que les trois trajectoires, elles sont tellement développées, et qu'au niveau, maintenant vous avez compris, au niveau microscopique, c'est l'aventure humaine, mais au niveau macroscopique, c'est l'aventure de l'univers. Après, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à sortir de cette grave maladie qu'on appelle le nombrilisme, et qu'on accepte qu'en fait on fait partie d'un seul ensemble, et donc on peut trouver la conjonction de l'aventure humaine et de l'aventure universelle. Maintenant, tant que la société, elle nous maintiendra dans ce stress de la consommation, que fais attention à ton porte-monnaie, achète au prix le moins cher, trouve la maison, fais le placement, mets de côté, prends de l'essence là-bas où elle coûte 2 centimes de moins. Mais tu te rends compte que l'essence, ça veut dire l'essence. Tu te rends compte que tu fais 19 km de plus pour trouver du gasoil moins cher, alors qu'en développement, ta capacité à conceptualiser dans ton travail, les 17 centimes, tu pourrais les gagner en 1 minute 30. Mais comme tu es paralysé par ta peur de manquer de diesel, donc tu oublies de te développer au niveau maturité pour avoir un concept commercial plus grand qui te ferait gagner 100 000 fois le diesel. Alors tu vas chercher ton diesel et tu fais la queue. Ça a augmenté ? Oui, 2 centimes. Oh, 2 centimes. Oh, 2 centimes, 2 centimes. Oh, 2 centimes. Ben 2 centimes, c'est 2 centimes. 2 centimes, c'est 2 centimes. Et le même gars qui pendant 28 ans, il a fait attention de trouver le diesel à 2 centimes de moins, eh ben, le jour où il va vendre la maison, on va lui dire, écoutez, vous la vendez 380 000 euros, je vous dis franchement, c'est impossible, il faut la mettre à 320. Le gars dit, allez, ok, j'en ai marre. Il vient de jeter 60 000 euros en 3 secondes, et il a fait 23 ans les allers-retours pour gagner 2 centimes. Maintenant, le gars qui a jeté 60 000 euros, ça ne me fait pas de la peine. C'est pas grave, il en faut des pigeons. Ouais. Ce qui me fait de la peine, c'est le gars qui a jeté son mariage en 3 secondes. C'est le gars qui a jeté ses enfants en 3 secondes. Tu me contredis, tu m'écoutes pas, tu manques de respect, tu quittes la maison. Attends, il t'a juste dit qu'il était différent de toi. C'est pas interdit pour l'instant. Ou non? Peut-être que oui, peut-être c'est interdit. Peut-être c'est interdit de ne pas être la 3e jambe de son père. Peut-être, de ne pas être une excroissance de l'autre. Peut-être. Alors je te dis, apprends le pluriel. Apprends qu'on n'est pas 1, on n'est pas 2, on n'est pas 3, on est des milliards. Et essaye de fonctionner. Maintenant, on ne va pas tous dormir dans le même lit. Ça a été proposé en 68, mais ça n'a pas marché, d'accord? On va pas tous penser la même chose, on va pas parler la même langue, on va pas manger tous le même sandwich, avec le même fromage qui coule, et avec la même canette. Ça, on croit que c'est du mondialisme. En vérité, c'est juste une redistribution du parc clientèle. Ouais. Mais peut-être qu'on peut dépasser nos limites, encore une fois, de notre moi, de notre petitesse, pour élargir ça. J'ai dit ce matin, j'ai atterri à 5h du matin de Tel Aviv. Après, j'ai dormi quelques heures. Après, je suis venu. Et j'avais un stress dans le train. J'ai dit, le train, il va se soulever tellement je suis stressé. Mais moi, de ma petite expérience, moi, c'est mon métier, je suis conférencier, je ne fais rien d'autre. Enfin, à part ça, j'essaye d'aider un peu les gens. Mais j'ai une clé personnelle. C'est que la valeur de ce que je vais produire, elle dépend de l'effort que j'ai fourni pour y arriver. Donc, je savais que j'étais fatigué. Donc, je disais, je vais faire quelque chose de bien. Ou alors je veux dire, écoutez, je pète la forme, tout est réglé, les plaquettes sont bonnes, l'ambiance est bonne, le salaire est prévu, allez on y va. Ça s'appelle une prestation. Une prestation, ça veut dire que tu es pressé d'arriver à la station. Non, non.
moi je crois en Dieu. Donc je dis, Dieu, il a voulu que je sois là, et j'essaye d'être là. Maintenant, d'être là, ça ne veut pas dire d'être là physiquement, parce que ça, je n'ai pas l'habitude de rater les rendez-vous, mais d'être là mentalement, d'être là volontairement, d'être là positivement. Mais quand je vais être là, pour moi, ça va être un test. Ce test-là qui va se poser, c'est un texte qu'on a dit qui n'est pas un texte qui est arrivé maintenant, ce jour-là, le 22 à 17h05, quand je commence à parler. C'est un test qui est le fruit d'un cheminement qui m'a amené là où je suis. Oui, et que peut-être mes recherches philosophiques quand j'avais 14 ans et les études de théologie que j'ai fait pendant des années et les dizaines de conférences et les milliers de personnes que j'ai aidées, elles m'ont aidé à devenir la personne que je suis pour venir aujourd'hui vous proposer quelque chose. Donc ce test-là, en vérité, il est le fruit de toutes ces étincelles, tous ces cumuls d'étincelles. C'est pour ça qu'on ne peut jamais renier son passé, parce que son passé, il est que le producteur de son présent. Dis donc, je m'accepte, et je suis comme je suis, et je le fais, et je l'assume, et je grandis. Il dit maintenant, là où ça devient compliqué, c'est que ça participe aussi d'un projet qui est plus grand que moi. Et on a dit que ces étincelles-là, elles sont redistribuées. Ça veut dire que quand une âme, elle finit son temps de vie, c'est-à-dire une personne finit son temps de vie, et qu'on lui a donné une âme pendant ce temps-là, mais les âmes qui ont été reconstituées avec toutes les étincelles qui n'ont pas été exploitées, elles sont reconditionnées pour fabriquer d'autres âmes. Donc quand je vais venir, moi, peut-être que je viens avec des éléments d'une autre âme qui ne sont pas les miennes. Et là maintenant, on touche un problème qui est plus vicieux, qui s'appelle la réincarnation. Et dans la réincarnation, vous savez qu'on peut être réincarné dans un corps d'homme, dans un corps de femme, dans un corps d'animal, dans un végétal, dans un minéral. Je sais que pour vous, c'est un petit peu... Attends, ça, même dans les films d'horreur, on ne l'a pas imaginé. Moi, je vous dis ce que je sais. Donc si, par exemple, dans notre tradition, on a une obligation de dire une bénédiction en buvant un verre d'eau, selon la Kabbalah, c'est aussi pour réparer l'énergie divine que nécessite cette étincelle qui s'est réinscrite dans ce verre d'eau. Ça peut être aussi par rapport à une nourriture, ça peut être aussi par rapport à un animal, ça peut être aussi par rapport à une personne qui est en face de nous, ça peut être aussi avec une personne qui n'est pas de la même religion que nous, qui n'a rien à voir. Mais cette rencontre-là, elle n'est pas fortuite. Et si on croit en Dieu, on sait que la réalité qui est en face de nous, elle est d'une précision, je ne peux pas dire diabolique, parce que sinon vous allez plus comprendre, mais elle est divine. Il dit, cette logique-là, c'est ça. Ça veut dire que si on dit que maintenant, que ces étincelles-là, elles reviennent et qu'elles ont une certaine mémoire, alors comme on comprend aujourd'hui, par exemple, que l'eau, elle a une mémoire, on comprend que l'air, il a une mémoire, on comprend que la cellule, elle a une mémoire, alors pourquoi l'étincelle, elle n'aurait pas une mémoire ? Alors que le monde physique, il n'a été créé que pour qu'on prenne conscience que le monde spirituel existe, et entre les deux, le monde psychologique. Par exemple, regarde par exemple la vitesse. La vitesse, c'est un rapport entre la matière et le temps. Kilomètre, heure. Maintenant, la matière, c'est le lien qu'on entretient avec la matière. Parce que c'est quoi la matière ? C'est pas la matière en elle-même, c'est pas le kilomètre en soi. C'est que la voiture, elle adhère au parterre, au goudron, donc elle va aller à 250 km/h. Maintenant, pourquoi le train, il va plus vite que la voiture ? Parce que le train, c'est métal sur métal. C'est pas caoutchouc sur goudron, donc il y a une adhérence moins grande, donc il y a moins de liens et de dépendance à la matière, donc le train va aller plus vite que la voiture. Maintenant, l'avion, il va aller plus vite que le train, parce que là, il y a plus de dépendance, il y a moins de dépendance à la matière, parce qu'il n'y a plus que le frottement de l'air. Après, la fusée va aller plus vite que l'avion, parce que là, il n'y a même plus d'air dans l'espace. Donc la vitesse, c'est un rapport entre la matière et le temps, oui, et que moins il y a de matière, plus il y a de vitesse. Vous me suivez toujours ? Donc c'est pour ça que la société nous oblige à devenir matérialistes, parce qu'elle sait qu'on va perdre un maximum de temps. Par contre, quelqu'un qui est au-delà de la matière, soit parce qu'il est extrêmement religieux, soit parce qu'il est extrêmement idéaliste, soit parce que son projet il est plus grand que ce qu'il est lui-même, il va aller à une vitesse incroyable. Une vitesse, tac, 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 tac. Une vitesse de réalisation, une vitesse de conception, une vitesse de connexion, une vitesse de compréhension, qu'à ce moment-là, la démonstration et l'intuition se mélangent. Que toi, tu as besoin d'une démonstration, et lui, il a une intuition. Tu dis, mais tu étais bien sûr de toi. Il dit, oui, mais j'ai tellement fabriqué les canaux qui me permettent de comprendre, que maintenant, il se développe de manière intuitive. Tu peux être sûr de ton intuition ? Ça dépend du travail que tu as fait avant. On dit qu'Einstein, à la fin de sa vie, il ne pouvait plus démontrer ses intuitions.
Maintenant, après, il y a des gens qui s'en sont chargés. Ils ont mis 90 ans à développer les intuitions d'Einstein sur certains types d'équations qui sont étudiées dans un département spécifique au CNRS, spécialisé dans les équations d'Einstein qui n'ont pas été éclairées par Albert lui-même. Mais c'est quand même intéressant qu'un type qui a mis 10 secondes à penser quelque chose, l'autre, il a mis 90 ans pour le comprendre. Ah, tu te dis, mais pourquoi ça va tellement vite? Alors, je t'explique pourquoi. Parce que là, il est dans le monde réel, dans la matière et dans la démonstration. Et là, il est dans le monde intérieur. Et le monde intérieur, on a dit, n'est plus soumis au temps. Et là, l'intuition, c'est le sommet, juste avant la prophétie, du non-temps. Donc, imagine la différence de vitesse. Maintenant, je vous dis la vérité. Ne le prenez pas mal, hein. Je juge personne. Quelqu'un qui est très fort, qui est très formé, qui est bien dans sa peau, qui aime la vie, qui est instruit, qui est religieux, qui est équilibré, qui est construit, qui se projette, qui se maintient tout le temps dans une trame positive, il a du mal. Alors quelqu'un qui est lourd, qui est bête, qui est cupide, qui est méchant, qui est... Ah, j'allais dire un mot arabe. Bon. Non, je me prépare pour le futur de la France. Donc, j'exagère. Ça, c'est vraiment se voiler la face. Alors, donc on se calme. J'ai du mal à me maintenir déjà. Donc c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très très important. C'est qu'une personne, si elle comprend ça encore une fois, alors elle comprend qu'on contient cette mémoire. Maintenant, si on dit que, d'après notre tradition, après vous les débrouillez avec votre culture, c'est que ces étincelles, elles sont redistribuées et que je retrouve, en fin de compte, à l'intérieur de moi, des étincelles, attention, d'autres âmes. Mais rappelez-vous que l'âme, elle est impersonnelle, puisqu'elle est divine. La personne est personnelle, le corps, c'est de la viande, et l'âme est divine. Donc l'âme, elle est impersonnelle. Donc les connotations, attention, les connotations personnelles qui se sont inscrites dans une âme et qui reviennent dans un autre spectre d'âme, dans une autre personne, avec un autre vécu, une autre personnalité, une autre approche, c'est ça la destinée. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec? Je vois que j'ai une hypersensibilité. Je vois que au contraire, je suis proche des gens qui souffrent, ou au contraire, j'ai une capacité à synthétiser les choses, ou au contraire, j'ai une énergie extrêmement forte. Qu'est-ce que je dois faire avec? Ça, c'est ce qu'on m'a donné. Maintenant, je peux m'asseoir et le contempler, ou alors décider qu'est-ce que je vais faire avec. Alors nous, on a une image comme ça. On dit c'est comme quelqu'un qui voulait absolument avoir rendez-vous avec le roi. Et puis il veut rentrer dans la salle de réception, et il y a un gardien qui lui dit où tu vas toi? Il dit je voudrais rencontrer le roi. Et lui il est en guenille, il dit mais tu peux pas rentrer chez le roi, t'as vu comment tu es habillé? Il dit, et puis il reste dehors comme ça à traîner, il y a un gars qui vient, il dit mais qu'est-ce que tu veux? Il dit je voudrais rentrer chez le roi mais je peux pas rentrer, je suis mal habillé. Alors il dit écoute si tu veux je te prête un costume. Et le gars il lui prête un beau costume, Hugo Boss ou... Ouais. Et le gars, il met le beau costume, et quand il rentre, quand il arrive, le vigile, il voit qu'il est bien habillé, il le laisse rentrer. Et au moment où il rentre, au lieu d'aller vers le roi pour lui demander ce qu'il avait besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il traîne dans le cocktail, il montre à tout le monde son costume. Ouais. Vous avez vu ça? Regarde. Regarde. Le roi, c'est le rendez-vous avec Dieu. D'accord? Et pour les non-croyants, c'est le rendez-vous avec l'essentiel. Le costume, c'est tous les outils qu'on t'a donnés pour rentrer dans ce monde. Les gens malins, ils utilisent le costard pour aller voir l'essentiel, et les imbéciles, ils friment avec le costard. L'autre, il frime parce qu'il est intelligent, l'autre, il frime parce qu'il est fort, l'autre, elle frime parce qu'elle est belle. Mais tout ça, c'est des outils. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Et le temps, il passe, et tu as oublié qu'est-ce que tu devais faire avec. Il dit, mais c'est ça l'idée. En fait, donc vous avez compris maintenant que la destinée, c'est vrai qu'on contient ces éléments-là, c'est vrai qu'ils sont inscrits à l'intérieur de nous-mêmes, c'est vrai qu'ils sont d'une puissance incroyable. Mais comment ils vont être catalysés? Par le jeu de la liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est est-ce que je vais utiliser cette destinée? Enfin, est-ce que je vais subir cette destinée parce que je veux ou non, elle est inscrite à l'intérieur de mes gènes? Ou est-ce que je vais l'utiliser comme un test inné? C'était ça le jeu de mots. Comme un test inné, c'est-à-dire d'accepter qu'on m'a donné des critères, mais moi je vais m'en servir comme un test. Et c'est ça la définition de la liberté. Donc la question c'est est-ce que tu vas être acteur ou tu vas être spectateur? Alors, il faut dire que les 3/4 des gens sont spectateurs. Parce que c'est tellement plus facile de se laisser aller.
dans ce petit bateau qui visite les bords de mer d'Italie, plutôt que de dire tiens, allez, je vais construire, je vais développer, je vais apporter. C'est plus simple, c'est toujours plus simple de se laisser aller que de faire quelque chose de sa vie. Mais vous n'êtes pas des gens qui se réunissaient pour assister. Vous prenez des forces pour aller produire, pour aller travailler. Le seul piège, c'est de ne pas produire de la matière, parce que la matière n'a pas besoin de vous, puisque la matière, elle fait partie d'un programme préétabli et que la trajectoire de la particule est déjà établie. Donc cette maison, de toute façon, elle va se construire. Ce produit, il va arriver dans le magasin. Même ce prix Nobel, il est déjà calculé. Le problème, c'est est-ce que tu as produit, est-ce que tu as utilisé le prix Nobel pour devenir un génie ? Est-ce que tu as utilisé cette maison pour devenir un architecte ou pour renforcer ton couple parce que vous l'avez fait ensemble ? Donc ce n'est pas le décor qui compte, ce n'est même pas le projet qui compte. Ce qui compte, c'est comment ce projet, il a fait de toi ce que tu es devenu. Maintenant, les gens malins, ils voient l'invisible du projet. Les gens bêtes, ils voient l'extériorité du projet. Les gens qui voient l'extériorité du projet, ils sont spectateurs. Donc pour eux, réellement, c'est une destinée. Et même s'ils ne sont pas religieux, en vérité c'est faux, ils appartiennent à une trame, parce qu'il y a beaucoup, peut-être la majorité des personnes qui préfèrent se laisser prendre par le courant que d'essayer de remonter la rivière. Et c'est normal, parce que c'est plus facile. Et dans confort, il y a fort. Par contre, le contraire, quelqu'un qui veut pas être spectateur de sa vie, mais qui veut être acteur. Et acteur, c'est pas simple. Parce que acteur, il faut avoir les outils, il faut développer les capacités, il faut comprendre le timing, et il faut rentrer sur scène. Et c'est quoi rentrer sur scène ? C'est pas pour jouer un rôle, c'est pour assumer son rôle. Et assumer son rôle, c'est que dans une situation, parce que nous on dit la vie n'est pas un fleuve tranquille, la vie est une série de diapos. C'est-à-dire que toutes les situations que je vais vivre, elles sont déjà préétablies et préinscrites dans mon âme. Et ensuite seulement qu'elles se réalisent physiquement devant moi au moment où l'étincelle sort. Mais quand elle arrive cette situation, tout est prêt, mais il manque une personne. Toi. Ça s'appelle en français l'homme de la situation. Donc tu rentres à la maison, c'est le feu, ta femme elle est perdue avec les 4 enfants, l'autre il court après son frère avec un tournevis, celui-là il a étalé la farine dans toute la salle de bain, le père il arrive, il rentre comme ça, tout le monde, oh, papa. Pourquoi les enfants ils sont comme ça ? Parce qu'il y a un père repère. Mais si même le père se perd dans son manque de repères, donc ça va continuer parce que personne n'est rentré. Donc toi c'est quoi ? Tu rentres dans ton rôle de père, tu trouves ta place. Tu rentres dans ton rôle de mère, tu trouves ta place. Alors sachez, encore une fois d'après nous, parce que moi ma culture elle est très limitée, c'est que la paix, c'est quand chacun est à sa place. Et bien tu verras que toi, quand tu es à ta place d'homme, ta femme elle se met dans sa place de femme. Mais si toi tu passes ton temps à remettre en cause son action de femme, bizarrement, au détriment de ton action d'homme, donc il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, puisque toi tu n'es pas elle, et toi tu n'as pas pris le temps d'être toi-même, donc tu n'es personne, il ne reste plus rien. Maintenant, si l'homme est à sa place d'homme, la femme elle se met en situation de femme, parce qu'une femme adore avoir un homme. Et la femme, quand elle se met en situation de femme, alors le mari va se mettre en situation d'homme, c'est normal, il faut un homme. Maintenant, quand les deux ils se mettent en situation de parents, les enfants ils se mettent en situation d'enfants. Maintenant, quand les parents se font les enfants, ne t'étonne pas que les enfants font les parents. Quand toi tu te mets en situation de patron, l'autre il accepte d'être un employé. Maintenant toi, même si tu hésites à prendre des décisions, alors que c'est ça le rôle du patron, alors l'autre il crée un syndicat, il dit c'est moi qui décide, parce qu'il n'y a pas de patron. On finira jamais. Et je vais dire encore pire, et après je vous laisse tranquille, même la position que Dieu il prend avec toi, elle dépend de la position dans laquelle tu t'es placé toi. Maintenant ne me dis pas que tu ne supportes plus le silence de Dieu, alors que lui ça fait des années qu'il attend que tu répondes au téléphone. Toute la vie, c'est comme ça. Chacun d'entre nous, il le sait. On le sait au fond de nous-mêmes. On le sait. Maintenant, de faire cet effort-là, d'accepter d'être à sa place, et que chacun, il va combler ce qu'on attend de lui, alors le puzzle, il va être magnifique. Parce que ce qui est moche dans un puzzle, c'est quand il manque des morceaux. Et ce qui est beau dans un puzzle, c'est quand il est complet. Maintenant, vous savez comment on fait un puzzle ? Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Le gars, pourquoi il achète ce puzzle-là plutôt que l'autre ? Alors, je vous fais le sketch. Il rentre dans le magasin de puzzle. Bonjour. Je voudrais un puzzle. Oui, lequel ? Celui-là. Combien il coûte ? 23 €. Extraordinaire. Combien ? 12 000 pièces. 12 000 pièces ? Off. 8 ans et demi. D'accord ? Alors, il dit, écoutez, monsieur, juste une question. Pourquoi avez-vous acheté ce puzzle plutôt qu'un autre ? Le gars, il dit, j'ai bien aimé l'image. Ok. Alors, si vous avez aimé l'image, pourquoi vous achetez pas le poster ?
Non, c'est vrai, c'est débile. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous savez comment on fabrique un puzzle? On prend une feuille de carton, on met dessus un poster, on passe une presse, tac, on découpe tous les morceaux, on met tout ça dans une boîte, on le met dans une boîte. Après, le gars, il dit « Ah tiens, j'aime bien l'image », il achète la boîte et il met 2 ans et demi pour faire l'image. Imagine si tu regardes un film avec 24 images par seconde et que tu mets 2 ans et demi par image. Tu dis « Je suis à la moitié, j'espère vivre jusqu'à la fin du film ». Alors, je vous donne le secret. Tout à l'heure, on a dit la destinée, c'est le puzzle en entier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On coupe en morceaux, on le met dans une boîte. La boîte, c'est quoi? C'est toi. Maintenant, chaque jour, tu vas sortir un morceau du puzzle et tu vas fabriquer du puzzle. Maintenant, moi, je vous dis, j'ai rencontré des milliers de personnes. Les 3/4 des gens ont tous les éléments qu'il faut. Tout est dedans, tout est dans la boîte. Ouais. Le seul problème, c'est que le puzzle n'est pas arrangé. Alors, arrange le puzzle. Mets de l'ordre dans ta vie, retrouve un sens des priorités, arrête de te prendre la tête avec des faux problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens, la moitié de leur vie, se posent des faux problèmes, et l'autre moitié, ils essayent de les résoudre. Il y en a même qui réussissent à résoudre leurs faux problèmes. Du coup, il ne leur reste plus qu'à traiter les vrais problèmes. Maintenant, le malaise, le mal-être, ce qu'on appelle en français, c'est cette sensation de puzzle. Tout est mélangé dans ma vie, je ne vois pas le bout, je ne comprends rien. Alors que tu l'as l'image finale. Vous savez, quand vous prenez la photo de mariage de vos parents, vous faites l'expérience, ça donne envie de mourir. Donc, et vous les regardez se regarder. Ils sont comme ça tous les deux. Alors le photographe, il dit, regardez-vous. Alors ils se regardent. Ils vont regarder leur regard là-bas, en 1955, à Cavaillon ou à Alger, ça dépend. Et vous vous dites, à quoi ils pensaient les deux? À quoi ils pensaient? Est-ce qu'ils pensaient à la vieillesse? Est-ce qu'ils pensaient à la maladie? Est-ce qu'ils pensaient à la prise de tête? Est-ce qu'ils pensaient à la fin du paiement du pavillon, juste la veille de la saisie? Est-ce qu'ils pensaient à tout ça? Les deux, comme ça, les deux. 2 tourtereaux comme ça. Tu sais ce que c'est ça? Ils pensaient à leur puzzle fini. Ils avaient l'image, ils se voyaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants, tous réunis, eux tout vieux, tout fripés, et tout le monde est là, papy, mamie, papy, oh papa, maman, oh combien. Ils voyaient le puzzle fini. Le problème, c'est que le puzzle, on te le vend en morceaux et qu'après, il faut le monter. Maintenant, sachez que celui qui n'aime pas la photo, il ne va pas acheter le puzzle. Et s'il ne garde pas la photo en tête, il ne va pas monter le puzzle. Il y a même des tricheurs qui vont fouiller dans les puzzles des autres. Mais c'est pas ton puzzle, qu'est-ce que tu fais là, toi? On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Mais ça veut dire qu'en fin de compte, vous avez compris que cette notion de destinée ou cette notion de test inné, en vérité, c'est juste 2 approches qu'on peut avoir de la vie. Ou alors, on veut que cette trame-là, qu'on le veuille ou non, qui existe, maintenant que tu appelles ça le hasard ou que tu appelles ça la destinée, on s'en fiche, ça ne change rien parce qu'un hasard organisé, c'est plus vraiment un hasard. Au niveau scientifique, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, où tu vas être spectateur de cette réalité et tu vas te laisser aller, et évidemment, tu vas suivre tes pulsions et tes nerfs et tes humeurs et ton problème de nerfs et d'angoisse et les appels d'offres et les rabais et les soldes et les ventes flash. Et tu vas être tout le temps en train de courir après quelque chose que tu as l'impression de choisir qu'en vérité qu'on t'a préétabli pour que toi tu le suives, parce que tu es un vrai consommateur sans consommation. Ou non, tu vas dire j'ai compris que tout ça c'est une illusion d'optique. Et que le but en vérité c'est de traverser tout ça, d'accord? Et que ma femme, je vais l'aimer plus que son corps. La preuve c'est que quand elle a vieilli, je l'aime encore plus. Ou je dis non le contraire, écoute, étant donné que tout est en baisse, même les valeurs boursières, ça remet en cause mes sentiments. Ah c'est grave. Et les enfants, ils ne sont pas ce que j'attendais, donc ça ne va pas. Et au niveau du travail, on n'a pas reconnu mes mérites. Alors je suis tombé en dépression. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est de l'illusion d'optique. Parce que le décor, en vérité, il est nécessaire. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais? Et je veux dire, tu n'as même pas besoin de t'angoisser sur la fabrication du décor, parce qu'elle était préétablie. Mais ce qui est important, c'est est-ce que toi, tu es devenu grâce à ça? Et si tu décides d'être acteur, et tu comprendras à ce moment-là que la vraie joie, c'est la satisfaction d'être. Que le vrai bonheur, c'est de voir que tes enfants sont plus grands que toi.
et que quand tu as été jusqu'au bout de tout ce test-là qu'on t'a proposé, qui était déjà préfabriqué, mais que le résultat n'était pas garanti parce que c'est toi qui le produis. Alors si toi, tu es toi-même le résultat de ton propre test, un test qu'on t'a proposé, mais que c'est toi qui l'as utilisé pour devenir ce que tu es, alors là, tu peux mourir tranquille. C'est ça, nous, on a un terme, on dit « Metuka chez Nata Oved », il est doux le sommeil du travailleur. C'est que quand quelqu'un il a fait ce qu'il avait à faire, il peut mourir tranquille. Mais les gens qui ont peur de mourir, c'est des gens qui, au fond d'eux-mêmes, savent qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Alors ils voudraient qu'on leur rallonge le temps pour qu'ils puissent rattraper le temps qui a été perdu. Mais si quelqu'un, chaque jour, il a été à sa place, chaque jour, il a fait ce qu'il avait à faire, et qu'il n'a pas de dette, sa femme, elle est épanouie, ses enfants sont heureux, ils sont construits, toutes les dettes sont payées, tous les gens l'aiment, il sait qu'il a joué son rôle en tant qu'être humain, en tant qu'homme de religion, en tant que... Là où toutes les facettes du diamant qu'on lui a donné, s'il a fait ce qu'il avait à faire, il meurt tranquille. Il meurt tranquille. Mais celui qui n'arrive pas à cet état de plénitude, que ce soit à 40 ans ou à 50 ans ou à 80 ans, au lieu de mourir une fois, à la fin de sa vie, avec la satisfaction du travail accompli, il va mourir tous les jours, avec l'angoisse de se dire qu'il a raté des choses importantes. Et comment on appelle la mort avant la mort ? Le remords. Il remord tous les jours. Donc je vous souhaite de mourir une seule fois, à la fin de votre vie, avec cette plénitude, cette sérénité, et de comprendre que tout ce que vous aurez réussi à produire, ça sera tellement plus grand que vous, que ça valait la peine de le vivre. À bientôt.